Le problème, je ne vais pas insister dessus, vous savez que ça dépend des États, et donc on ne va pas vraiment insister sur ce point. Par contre, la notion d'indiscipline monétaire quand même pose problème. Parce que si on n'arrive pas à s'organiser de manière disciplinaire, la convergence va poser un problème de fond. Quelques chiffres encore très rapidement, juste pour la forme. Sachez comment cette évaluation peut arriver. Si vous avez en gros 5 mois d'importation, moins de 5 mois d'importation, vous avez par définition toutes les chances de vous retrouver dans une difficulté pour l'évaluation. Et si elle vient de l'extérieur, elle peut aller subir. Donc vous verrez les chiffres quand vous aurez les éléments. Les réserves aussi posent un certain nombre de problèmes ici. Sachez qu'actuellement, je ne sais pas quelqu'un de la BOAC dans la salle va nous éclairer, ils sont en train de travailler dessus pour apporter une réponse. Un certain nombre de réponses sont là. Je veux seulement insister sur un point élément, c'est qu'il ne faudrait pas que ces réformes, qui est le gel en fait d'un certain nombre de crédits aux banques et aux banques secondaires, se retournent contre le secteur privé et renforcent le contrôle. Quand le secteur privé veut acheter à l'extérieur et qu'on finit par lui demander une obligation d'information pour savoir ce qu'il veut ou pas acheter à l'extérieur pour lui donner donc une contrepartie en devise et donc en euros. Les réserves, des paiements très importants. On croit et on pense que ça ne peut être qu'au niveau de la BOAC. Non, c'est aussi au niveau de l'utilisation hors. Et donc vous voyez bien que ceci fonctionne. 5 minutes et je finis. D'accord. J'ai ma montre aussi. Je suis dans les délais. Comment? Vous avez un petit minute. Oui, je sais, c'est ça que je voulais lui dire que j'ai ma montre. 5 minutes, c'est fini. Non, mais on a pas ce que vous voyez que c'est intéressant cette histoire. Bon, oui, monnaie commune, tout le monde en parle. Il y a des critères pour ça, pour arriver vers une zone économique optimale. Je ne vais pas vous embêter. Sachez que la plupart des critères pour une zone économique optimale ne sont pas, pour le moment, respectés dans la zone. Donc, nous ne le sommes pas, en fait. Que ce soit l'Afrique centrale, comme l'Afrique de l'Ouest d'ailleurs. Et les critères de mesurer, comme vous l'avez dit. Rapidement, la notion de valeur ajoutée avec la performance et l'effet de levier. Parce que pas de levier, il n'y a rien qui peut fonctionner. Croissance annuelle générale, Afrique subsaharienne et la zone franc. Regardez bien ce qui se passe avec la zone franc qui est en bleu. On fonctionne mieux que l'Afrique subsaharienne. Donc il y a de quoi faire des choses bien ici. Donc on ne peut pas se culpabiliser quelque part. On est bien. Mais il y a quelque chose qui fait que ça n'arrive pas à fonctionner. Donc il faut modifier ça et que ça se transforme en effet de levier, qu'on passe des 3-4% de croissance vers les 7-8%. Donc ça tape, il est déjà loin de fait. Quand on compare les régions, la SADC, l'Afrique australe, l'UMOA ou la CEMAC par exemple, vous voyez la CEMAC est toujours en bleu, vous savez qu'il y a un décalage. C'est quand même pas normal qu'on ait autant de décalage pour la croissance annuelle. Ça ce qui fait que nous avançons régulièrement. On avance trop doucement dans cette zone. Donc il y a beaucoup de choses, absence, etc. Je n'irai pas encore là-dessus. Un autre élément très important, on a changé un peu nos partenaires dans les échanges. Avant, on était beaucoup plus France, voire l'Union européenne. Là, on est de plus en plus Asie. Pour ne pas dire la Chine. Et donc, ça change tout. Donc, quelle monnaie utiliser? Pourquoi alors passer par une monnaie vers un partenaire où on travaille moins et ne pas directement négocier avec le partenaire? Chinois, pour prendre cet exemple, et trouver une autre forme de monnaie, le droit, une centralisation des comptes, avec des compensations dans le troc. Tout est possible. Et peut-être plus intéressant pour l'entrepreneur après tout. Donc, ce concept de la valeur ajoutée doit être revu parce que ça permet une création de richesse au niveau de l'entreprise. Et donc tout ce qui vient d'intermédiation, si on peut le limiter, c'est mieux. Et donc si on peut aussi éviter de passer par le trésor français, c'est encore mieux. Est-ce que c'est faisable? C'est un autre débat. Et donc derrière, il y a une discussion à avoir. Les chiffres, un tableau très intéressant, regardez bien ce qui se passe à gauche, Asie, Est, Pacifique, regardez ce qui se passe à droite, Afrique subsaharienne, vous voyez que nous n'arrivons pas à boucler le triangle. Il y a un certain nombre de choses qui font que nous ne créons pas suffisamment de valeur ajoutée. Tout y est, la culture, l'organisation, etc. Et pourquoi? Parce que derrière, c'est la valeur ajoutée manufacturière qui n'est pas au top, c'est-à-dire qui ne fait pas les 17%. On est largement en dessous. J'ai comparé rapidement pour vous le Cameroun, en bas, la France au milieu, la Thaïlande, un pays asiatique. Regardez les différences. 17% est à la flèche jaune au milieu. Tous ceux qui sont au-dessus de la flèche, ça marche bien. Ceux qui sont en dessous ont des problèmes. Le pire, c'est qu'on est en train de dégringoler, ce qui n'est pas normal. Donc, pourquoi on dégringole? Et la France est dans le même état que le Cameroun en termes de dégringolade. Elle se désindustrialise, peut-être ne le fait pas, ne le sait pas, mais elle le fait. Ce qui pose d'ailleurs ces problèmes de chômage structurels. Et d'où les histoires de gilets jaunes aujourd'hui. Ah oui, tout est lié, vous savez. Et d'ailleurs, de manière générale, ça nous rend dépendants des investisseurs étrangers, qu'il va falloir donc avoir un bon coût d'investissement pour que ça puisse fonctionner. Le mois, c'est là que ça SADC. Quand on revient là-dessus, dans la valeur ajoutée manufacturière, ce qu'on est capable de créer, de transformer en termes de valeur ajoutée intrinsèque, vous voyez encore en bleu, c'est mal, on est quand même en dessous. Comme la SADC d'ailleurs. Pourtant, il y a l'Afrique du Sud là-bas.
Et le MOA fait mieux. Donc il faudrait prendre des leçons au niveau de l'UMOA. Quels sont ces pays qui, de plus en plus, transforment en fait là-bas? On arrive bientôt à la fin. Quand on regarde Cameroun, Tchad et autres, vous voyez bien ce qui se passe de manière intéressante. En 2010 et puis 2017 sur votre gauche, on s'aperçoit que oui, certains pays vont mieux que d'autres, mais en réalité, nous ne travaillons pas suffisamment notre industrie, quelles que soient les conditions qui amènent à ça. Je sais que c'est très difficile, tous ces sujets complexes. Je vais passer rapidement tout ceci, pour que mon modérateur soit toujours patient avec moi. Un point important, j'ai parlé des droits d'importation des biens et services, c'est vrai. Je vais vous retourner un tout petit peu en arrière pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé en 1994. Où est-ce qu'on était à peu près? Je n'ai pas trouvé les chiffres, mais j'ai trouvé les chiffres qui se rapprochaient. Vous regardez, on est tous dans le négatif. Donc une décision politique, entre guillemets, pouvait s'imposer. Alors qu'après, c'était positif. Mais qui est responsable? Alors là, j'ai trouvé des choses intéressantes. Regardez, c'était essentiellement pour ici, quand on est dans les pays de l'UMOA, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Un modérateur, il faudrait dire ça au votre président. Et ici, dans notre zone, c'était le Cameroun quasiment tout seul. Tous les autres pays se portaient relativement bien. Pourquoi un seul pays, ou trois, si on prend toute la zone, le Cameroun, Sénégal et puis la Côte d'Ivoire, ont amené finalement une dévaluation? On n'a pas pu discuter entre nous si on avait un fonds monétaire africain, ce soit passé autrement. Vous voyez, c'est tout un débat qu'il va falloir mettre en place. Les freins, les atouts pour France CFA pour l'émergence. Là, je pense que le président va être un peu plus attentif. Sachez que la BEAC est actuellement en train de travailler sur ces éléments-là pour mettre le plus en avant le côté, en fait, atout ou avantage. Donc il faut vous rapprocher de la BEAC pour savoir qu'est-ce qu'ils font exactement et insister que le secteur privé participe. Ils ne peuvent pas, en tant que secteur public, uniquement penser à la place du secteur privé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que ça va poser des problèmes, puisque eux, ils ont des priorités qui ne sont pas nécessairement celles du secteur privé. Et en gros, si on revient sur le fond de l'histoire, c'est pour sauvegarder en fait ce franc CFA. Est-ce que c'est vrai que le secteur privé veut vraiment le sauvegarder? On peut discuter. Il y a un autre problème qui pointe à l'horizon. S'il vous plaît, quand vous aurez le temps, lisez bien ceci. Je pense qu'il y a un contrôle renforcé sur le secteur privé dans la zone franc. Et qu'on veut le faire passer par l'accès ou la mise à disposition de devises, notamment d'euros. Et si ça devait devenir une réalité, ça va vraiment poser un problème aux entreprises, vraiment faire couler certaines entreprises. Alors que font les activistes? À Bamako, ils ont parlé du franc CFA, ils ont parlé du bilan. Certains se prétendent du côté du peuple, sauf du côté du conseil d'administration de la zone franc. Les deux s'opposent. Il faut trouver un moyen de parler ensemble. Sachez que la France, à travers Trésor, a organisé un cabinet d'intelligence économique pour parler du sujet et trouver des solutions. Il n'y a pas le secteur privé, il n'y a pas l'économie. Donc au lieu de s'engueuler, il faut trouver un moyen de parler ensemble. Et c'est très important. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive plus ce lien de discussion entre nous. Le président l'a dit dans son introduction. J'ai trouvé 13 atouts qui vont en faveur du franc CFA. Qu'on le conserve, je vous dirais, il y a une condition que j'enlèverai. Je ne vais pas dans les détails. Et j'en ai trouvé, je les ai séparés en politique et économique. Donc, quand vous regarderez le papier, vous regardez plutôt le volet économique. Pour vous, on n'ira pas dans le détail parce que le débat va certainement le faire émerger. Par contre, j'ai trouvé 20 freins. Et peut-être que vous en trouverez plus. Donc, celui qui accélère et qui appuie en même temps sur le frein, je ne sais pas si vous avez une voiture, mais vous savez le résultat. Alors, la conclusion, le modérateur sourit. Oui, sauf qu'il faut une co-responsabilité dans les débats, même ici. Et alors, je voulais quand même finir sur une note positive. 2030, où est-ce qu'on est? On sera émergent ou pas? Après tout, c'est ça la question, non? J'ai mis un certain nombre de pays d'Afrique sur le droit, l'Afrique subsaharienne et bien sûr l'Afrique du Nord, et j'ai mis des astérix. Le Cameroun fait partie de ceux qui, par définition, doivent nécessairement arriver à être émergents. Sauf qu'il faut qu'ils retrouvent la sécurité, notamment au Nord. Parce que sans ça, beaucoup vont se poser des questions, est-ce qu'ils veulent ou pas investir dans ce pays? C'est un espace, du coup, post-colonial, cette zone franc, géré ensemble par les dirigeants africains et français. Ne les séparez pas. Géré ensemble par les dirigeants africains et français. Ce qu'ils disent à la télévision et à la radio, ça c'est leur problème. Ce qu'ils font dans le conseil d'administration, c'est ça. Si vous n'avez jamais vu quelqu'un, plutôt le singe africain, qui n'entend rien, qui ne voit rien, qui ne parle pas, vous allez au conseil de la zone franc et vous allez voir. Ils sont tous là. Les atouts d'un côté, les freins de l'autre. Je
ne vais pas dans les détails, ça clarifie la colonisation, oui, mais après tout le monde est partenaire, on doit travailler ensemble. Ça extravertit les économies, c'est vrai, mais après tout on doit travailler ensemble. Il faut bien que je vende des bananes quelque part. Hein, donc il faut qu'on discute que le prix soit bon. Si c'est pas bon, ça ne va pas. Hein, ça retarde l'industrialisation. C'est vrai, mais est-ce qu'on a fait des partenariats de manière intelligente? Est-ce qu'on a fait des études pour que ce partenariat se fasse de manière bien? Non. Voilà, donc il faut que nous aussi on fasse des efforts, qu'on fasse le homework, comme disent les Anglais, c'est un mot qui est très bien. Et qu'on se rappelle qu'on travaille après tout, même en tant qu'entreprise, pour les peuples. Et donc, on ne peut pas faire ce changement, ces réformes, sans ce peuple et sans le secteur privé, par définition. Et, j'insiste, il faut que ce soit efficace. Il faut que ce soit efficace. Nous devons changer nos logiciels mentaux, y compris dans le secteur privé. Mais il y a une condition que j'avais dit tout à l'heure, que je vous rappelle maintenant. Si vous voulez aller vite, et vous parlez au gouvernement, il faut modifier la décision à l'unanimité par une décision à la majorité qualifiée. Il n'y a pas de bombe atomique, personne n'est mort, c'est une discussion. Oui, c'est important. Nous sommes des gens de paix en Afrique, on a envahi aucun peuple, si avec la danse et avec la musique. Il faut faire ça dans la zone franc. Si vous mettez trop de musique, personne ne travaillera. Mais faisons quand même les efforts. Quelques chiffres pour finir maintenant, Afrique subsaharienne. Ça marche bien. On n'est pas à 7%, mais ça marche bien quand même. Regardez la zone euro. Elle descend. Elle a des problèmes. Elle a besoin de cette Afrique. Mais elle ne peut pas avoir besoin de cette Afrique sur des décisions post-coloniales ou autres qui s'apparentent au fait qu'ils sont supérieurs. Non. Alors si on change la décision, écoutez, la majorité est quasiment automatique, hein, et la France va s'opposer. Mais M. Macron nous avait dit que si on fait une proposition, il accepterait. Donc faites-lui la proposition d'abord. Puis on verra. Ghana, Cameroun, Égypte, Sénégal. Très intéressant. Le Ghana, vraiment, est en train de bouger. Beaucoup de pétrole, je le reconnais. Mais depuis un gros mois, ils avaient décentralisé le pays en termes de gouvernance économique avec des industries dans chaque région. Et il était question que chaque maison pouvait avoir son électricité déjà en 62. Alors, comparez ce qu'a fait le Cameroun, comparez ce d'autres pays africains, notamment dans la zone franc, qui a dit qu'il ne fallait pas d'électricité? Qu'est-ce qui a dit qu'il ne fallait pas qu'on ait des usines? Je ne citerai pas de nom. Pensez que nous sommes des démarres en 2021 déjà. Hein. Et ces chiffres-là vont peut-être être meilleurs que nous pensions. Meilleurs parce que la gouvernance était améliorée. Je finis par un grain de sorgho n'a jamais eu raison des pays des côtes. C'est les Ghanéens qui disent ça dans un programme africain. Sauf que la réalité, on nous dit au Togo que si c'est comme ça, il faut changer de pays. En économie, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Il faut mettre le Congo en compétition. Et là, bah oui, le meilleur gagne. Après tout, c'est ça le secteur privé, non? Donc, je finis pour résumer, beaucoup de chiffres, beaucoup de papiers, ne faites pas attention, c'est pas important. C'est que j'entends monnaie locale, c'est vrai. Mais je préfère le mot monnaie convertible ou monnaie non convertible. La Chine, monnaie convertible, monnaie non convertible. Faites des affaires en Chine. Vous allez avoir en compte la monnaie locale. Vous achetez là-bas. Quand vous avez besoin, ça ne vous dérange pas. Aujourd'hui, demain, on va peut-être revoir ça. Mais ça vous évite de passer par le compte d'opération. Donc, négocions avec la Chine. Et tous les autres pays, d'ailleurs, qui sont en énergie. Il faut donc une transition. Et elle doit être pragmatique. Qui sont les pragmatiques? C'est vous, c'est les gens du secteur privé. Donc, changeons ce vote décisionnel. Négocions et allons vers ce que j'appelle un monde de souveraineté qui peut se faire à l'extérieur. Parce que je vais les expliquer qu'on peut domicilier. La France va vous dire dans les papiers que c'est impossible. Non, puisque j'ai donné, j'ai les chiffres. Une bonne partie de vos banques commerciales qui ont leur compte. D'ailleurs, vous-même, pour avoir des comptes à gauche et à droite. Monsieur le modérateur, c'est la lampe qui chauffe, c'est pas moi. Alors, voilà, nous renforçons les échanges, créer la monnaie nationale, stabiliser les économies, privilégier la commune. Et c'est comme ça que je finis mon intervention. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Des applaudissements mérités. Vraiment, il a tout réussi. Un brillant rappel historique de ce qu'est la monnaie franc CFA, de son point de départ, même si au passage il jette la pierre aux Saint-Louisiens. Mais c'est le poids de l'histoire. Toute monnaie porte le poids de son histoire. Mais ce que je retiens de ton intervention, cher Yves Amaïzo, c'est la nécessité des réformes. Je pense que c'est très important. Les critiques sont bonnes, mais il faut qu'à la fin de la journée,
qu'on nous indique la voie à suivre. Donc, pour parler des réformes, qui est le mieux indiqué, si ce n'est un professeur d'économie qui a passé beaucoup de temps à traiter des sujets face à ses élèves dans les colloques. Le professeur Aboum Désiré est professeur titulaire agrégé des facultés de sciences économiques. Il est depuis le 15 septembre 2015 doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Tchang. En tant que chercheur, le professeur Aboum est directeur de publication de la Revue internationale de management et d'économie appliquée, directeur du laboratoire d'analyse et de recherche en économie appliquée, l'AREA. À ce titre, il a déjà encadré et dirigé 20 thèses de doctorat et il supervise en ce moment une quinzaine de travaux de recherche, dont plusieurs sur des questions en rapport avec le système bancaire, l'exclusion financière, l'opportunité d'une monnaie unique pour la sous-région Afrique centrale, CEAC. En tant qu'enseignant, professeur Aboum intervient dans une vingtaine d'universités et d'institutions de formation supérieure au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Ses sujets de prédilection sont la macroéconomie, la politique économique, l'économie internationale, l'économétrie et la microéconomie. Professeur Aboum est également consulté par le gouvernement, les institutions privées et les organisations internationales comme la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Donc, c'est un véritable érudit que j'invite à me rejoindre ici au pupitre pour poursuivre dans la même veine, mais certainement pas avec la même fougue, ce débat si intéressant sur le français. Professeur. Bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je voudrais remercier le président et surtout mon recteur qui a bien voulu me désigner pour participer à ce grand débat. Je suis heureux de savoir que l'Université de Tchang a engagé le débat. Nous avons organisé, pas moi, un colloque international, il y a quelques jours à Tchang, où nous avons débattu, n'est-ce pas, du français. Et nous avons dit que c'est un sujet, comme disait le sociologue Marcel Mauss, c'est un fait social total, et que personne ne l'exclut, n'est-ce pas, ce débat. C'est pour ça que, au cours de ce colloque, nous avons des intervenants, des politologues, des juristes, privatistes, des gestionnaires, des économistes qui sont venus d'Afrique et du reste du monde. Je vais être bref, j'ai préparé PowerPoint, mais je ne vais pas l'utiliser parce que l'exposé de mon frère est très très riche. Je vais commencer là où il a fini, la nécessité, n'est-ce pas, des réformes. Ce qui ressort en fait du débat sur le franc CFA, c'est qu'il est pris en otage entre deux positions extrêmes. Il y a d'un côté ceux qui disent qu'il faut en sortir, sous parfois le coup de l'émotion. Il y a d'autres qui disent qu'il faut y rester. Peut-être parce qu'on a peur de l'inconnu, on ne peut pas se jeter à l'eau. À l'issue de notre colloque, nous avons proposé de réformer la zone franc. Cette réforme s'impose parce que le monde évolue et il y a un certain nombre de chiffres qui ont été présentés pour montrer en fait l'évolution du commerce des pays de la zone franc avec quelques nouveaux pays industrialisés dans le monde. Donc, il était question pour nous de dire qu'il faut réformer la zone franc. Mais pour réformer la zone franc, nous avons dit qu'il faut éviter deux écueils. Deux écueils dans lesquels la plupart des discutants, n'est-ce pas, la zone franc tombent. Le premier écueil, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions. On a l'impression qu'on ne se pose pas trop
bonne question. Est-ce que la zone franc est réellement un handicap au développement de l'Afrique? Ça, c'est une bonne question. Je ne vais pas donner de réponse. Parce que je me pose toujours d'autres questions en se disant, est-ce qu'il y a une corrélation entre le niveau de corruption observé dans nos pays avec la zone franc? Est-ce la zone franc qui nous impose, peut-être qu'il y a des accords secrets, je ne sais pas, le niveau d'information, est-ce la zone franc qui est à l'origine, n'est-ce pas, de ce que nous habillons en France ou aux États-Unis? Nous buvons du bon champagne, la France ou les États-Unis. C'est une question. Donc, nous nous sommes dit qu'il faut poser de bonnes questions. Et certaines de ces questions ont été posées dans son exposé, en rapport avec la question relative au taux de change d'équilibre, par exemple. Et il a bien souligné, on focalise le débat sur la compétitivité prix. On oublie en fait des problèmes réels. Ça, c'est le premier problème qu'il faut éviter. Le deuxième écueil que nous avons identifié, c'est justement le piège historique. Le piège historique. On admet que la zone franc a été créée dans les conditions que nous connaissons. On admet que la zone franc a subsisté après les indépendances. Malgré quelques réformes, la zone franc a subsisté. Et bien d'autres zones monétaires qui existaient avant la zone franc, pendant la colonisation, ont disparu, mais la zone franc a subsisté. Est-ce que nous allons refaire l'histoire? Est-ce que nous allons sortir de la zone franc? Parce que c'est la colonisation. Donc, nous nous sommes dit qu'il faut poser, il faut éviter deux écueils. Poser des bonnes questions, et il y en a beaucoup de bonnes questions à poser. Éviter, n'est-ce pas, le piège historique. Une fois que nous avons posé ces questions, il faut suivre un certain nombre d'étapes. Et la première étape que nous avons identifiée, c'est le consensus qu'il faut pour réformer la zone franc. Et je trouve la position de la France comme une position piégée. Parce que vous observez une constante dans les déclarations des autorités politiques françaises. L'initiative de la réforme doit venir des pays africains de la zone franc. Et ce ne sera pas une initiative individuelle. Tous doivent être d'accord sur la nécessité de la réforme. Et je pense que c'est piégé. On vous a donné des points de vue de certains présidents de la République qui y sont favorables. On a cité Ouattara. Et je disais encore à nos amis, j'ai eu le privilège d'écrire le rapport de la CEDEAO dans le cadre d'une consultation. J'ai préparé ce rapport et je l'ai présenté à Accra. J'ai suivi le président Ouattara dire que si la monnaie CEDEAO est actée, nous quittons la zone franc. Bon, en même temps, quelques semaines après, le président vous dit que le franc CFA est une bonne monnaie. On ne peut plus faire de débat. En Afrique centrale, vous avez des positions. Président Déby qui de temps en temps vous dit il faut sortir. Et j'ai d'ailleurs eu la confidence qu'il a interdit le débat lors du comité monétaire, le conseil des chefs d'État qui a eu lieu à N'Djamena. Alain parlait des difficultés à organiser un tel débat. Nous avons eu ces problèmes. Nous avons eu des gens qui nous ont dit qu'ils seront là, mais à la dernière, ils ne sont pas venus. Apparemment, on aurait interdit, n'est-ce pas, le débat. Donc, ça c'est le premier point sur lequel, si nous voulons véritablement reformer la zone franc, il faudrait que les chefs d'État puissent être d'accord sur la réforme. Deuxième condition que nous avons posée, c'est le calendrier, en faisant l'hypothèse naturellement que les chefs d'État acceptent de réformer. Quel est le calendrier? Là encore, il y a des problèmes. Vous regardez les agendas de nos chefs d'État, des priorités qui s'imposent à eux en termes de sécurité, en termes, n'est-ce pas, de renouvellement ou d'élection. Quel est le calendrier?
nous suggérons que ce soit un calendrier moyen et long terme. Parce qu'à court terme, si je dois donner un conseil au chef d'État du Cameroun, je lui dirais de se calmer d'abord, d'essayer. Parce qu'il y a d'autres enjeux sécuritaires, etc., qui sont tels qu'on ne va pas aller ouvrir, n'est-ce pas, un autre pan de difficultés. Vous imaginez donc, tous les pays ont des agendas qui sont difficiles, n'est-ce pas, à concilier. Nous avons vu l'expérience du Brexit, de ce qui s'est passé. L'impréparation, l'absence de ce calendrier fait qu'aujourd'hui, le processus, n'est-ce pas, de sortie de la Grande-Bretagne est dans l'impasse. Donc nous avons suggéré qu'il y ait un calendrier. Nous avons aussi suggéré qu'il y ait quel serait l'objectif de la réforme. On parle d'émergence. Et là, je m'amuse toujours devant mes étudiants. Vous parlez d'émergence. Prenons le cas de la crise centrale, où on peut considérer que nous vivons dans l'illusion de la richesse, à cause du pétrole. Nous voulons faire l'émergence. On a une structure sous-régionale qu'on appelle la CEMAC, qui est supposée, n'est-ce pas, mettre en place une politique communautaire. Et au même moment, la CEMAC définit un programme de réforme communautaire qui fixe l'horizon 2025 pour que la CEMAC, en tant qu'entité, soit une zone émergente, où il y a la paix, etc. Et quand vous entrez dans les différents pays, vous observez que chaque pays a un programme d'émergence qui rentre en totale contradiction sur tous les points. Le Cameroun veut être émergent en 2035, la Guinée c'est 2020, le Gabon c'est 2025, etc. Donc, je me pose la question, le CFA, où est le problème du CFA à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut répondre? Où est le problème du CFA au niveau où nous n'arrivons même pas à respecter les institutions que nous avons créées? Donc il faut que l'objectif de cette réforme soit défini. Ça renvoie à toutes les problématiques du rôle de la monnaie dans le processus de développement. Si nous n'avons pas un objectif commun et si nous ne donnons pas les moyens, les contraintes pour accepter ce que nous avons décidé de faire ensemble, je ne suis pas sûr que, quelle que soit la monnaie que vous aurez, même si c'est le dollar ou l'euro ou le yuan, cela permettrait, n'est-ce pas, de résoudre véritablement les problèmes. Une fois que vous avez défini les objectifs, il faut définir les points de la réforme. Les points de la réforme. Il y a 4 mécanismes de fonctionnement à la zone franc. Il y a un mécanisme qui crée problème. C'est le compte d'opération. Et j'aime bien un cas de la BCA qui disait, mais la BCA a 32 comptes, y compris le compte d'opération. 32 autres comptes. C'est-à-dire qu'il y a 31 comptes plus le compte d'opération. Il s'est interrogé de savoir, mais pourquoi il y a une telle cristallisation autour du compte d'opération? Je ne connais pas les accords secrets, je parle en tant qu'économiste. Quand nous enseignons le cours d'économie monétaire en deuxième année, cela a été dit, nous disons qu'il y a 3 contreparties de la création monétaire. La monnaie qui circule a 3 contreparties. Il y a une contrepartie qui consiste à faire des avances aux États. Il se trouve que cette contrepartie a des inconvénients du fait qu'il alimente l'inflation. Et parce qu'elle alimente l'inflation, les décisions de façon unanime de la plupart des banques centrales au monde aujourd'hui ont dit nous coupons, n'est-ce pas, les avances au trésor. Si un État a besoin d'un financement, il va vers les marchés et il se soumet, n'est-ce pas, à la discipline du marché. La BEA, la BCAO peut dire que sur ce point, suivre, n'est-ce pas, cette règle. La deuxième contrepartie, qui est la plus importante, c'est le crédit à l'économie. Comme on l'a dit, le crédit, c'est la confiance. Et malheureusement, un philosophe allemand disait que la confiance est improuvable. Est-ce que vous pouvez prouver la confiance? Est-ce qu'on peut prouver la confiance? Si je vous demande, pose-moi la question aux étudiants, je dis, mais le premier jour que j'arrive en classe, je suis habillé comme je suis. Je vous dis,
Je n'ai même pas encore ouvert la bouche et dit, je mets de 0 à 10. Où est-ce que vous vous situez par rapport à la confiance? Si vous devez faire la confiance, où est-ce que vous vous situez? 0, 1, 2, 3. Vous allez voir que les étudiants vont vous mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10. Quand vous posez la question, pourquoi vous mettez 10? On vous dit, mais monsieur, vous êtes bien habillé, vous êtes beau. Et l'autre 0, il m'énerve. Donc, en fait, le philosophe dit que la confiance est un pouvoir. La confiance, c'est une accumulation des faits et des gestes. C'est-à-dire que vous cheminez ensemble. C'est pour ça que quand vous avez un compte bancaire, le premier jour où vous ouvrez votre compte bancaire, le banquier peut vous faire confiance. C'est au bout de 5, 6, 10 ans que le banquier va vous faire confiance. Donc le crédit, c'est la confiance. Et c'est la principale source de création monétaire dans une économie. Et pour que le banquier vous donne le crédit, la seule condition que le banquier demande, c'est d'avoir la garantie que vous allez rembourser. Et le plus souvent, ces garanties ne dépendent malheureusement même pas du client, mais de l'environnement des affaires dans lequel va s'exercer l'entreprise. Et là, ça ne dépend pas, de mon point de vue, de la zone franc. Ça ne dépend pas de la monnaie. Ce sont des décisions qui peuvent être prises par nos gouvernements.